Aujourd'hui, on part au Japon, dans un lieu mythique qui à la base n'était qu'un simple parking, et qui a fini par devenir l'un des spots automobiles les plus mythiques au monde. On va voir comment ce parking est devenu un symbole aussi gros dans l'automobile, comment il a attiré des clubs légendaires, notamment le Midnight Club. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo par rapport à eux, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez, l'espace commentaire est disponible. Et également comment ce lieu a pu inspirer des films tels que Fast and Furious Tokyo Drift, et bien d'autres encore. Bref, voici l'histoire de Daikoku. L'histoire de Daikoku Futo commence bien avant le tuning, même avant les GTR et avant tous les runs. Dans les années 70-80, le Japon vit son miracle économique. L'industrie explose, les ports manquent de place, et surtout les autoroutes se multiplient. Pour absorber ce flux, les ingénieurs décident de créer des îles artificielles, notamment dans la baie de Yokohama. Comme vous l'aurez compris, Daikoku fait partie de ces îles artificielles. À la base, son unique but est de servir de zone industrielle et logistique, connecter le port aux nouvelles autoroutes rapides, offrir un parking géant pour les camions et notamment les voyageurs. Car oui, au tout début, le parking n'était pas censé accueillir des voitures normales, enfin en tout cas il n'était pas pensé pour ça. Il était prévu principalement pour les chauffeurs routiers, qui faisaient des livraisons entre Tokyo, Yokohama et Kawasaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Daikoku, c'est un parking, et au milieu de celui-ci, il y a plein de ponts qui l'entourent. Et il faut savoir que ça n'a pas été créé juste pour l'esthétique, c'était juste l'unique moyen d'optimiser l'espace sur l'île, donc ils ont fait des routes, ou plutôt des ponts qui l'entourent, à cause de l'espace limité. Et pourtant, c'est précisément cette architecture qui va faire que ce lieu est autant mythique. Il faut savoir qu'à cette période-là, la police ne surveillait pas Daikoku, tout simplement parce que c'est une zone industrielle et que pas grand chose à voir à part des camions, et surtout que le lieu intéressait personne pour l'instant. Et là arrivent les années 80, et il faut savoir qu'au milieu des années 80, le Japon commence à avoir émergé ses premières voitures sportives modernes, notamment la Skyline GTS et GTR, les premières Mazda RX-7, la Toyota Soarer, la Subaru Leon Turbo, notamment les Silvia S12 puis S13. Et grâce à ça, la culture automobile de rue explose, il y en a partout. Et les jeunes conducteurs, à force de conduire, découvrent Daikoku. Et Daikoku, comme on l'a dit, c'est un lieu qui est isolé, immense, facile d'accès, mais surtout proche de la Wangan. La Wangan, c'est quoi? Pour expliquer brièvement pour ceux qui ne le savent pas, la Wangan est la grande autoroute côtière de Tokyo. Elle est surtout réputée pour ses courses illégales à très haute vitesse. Bien sûr, quand je parle de très haute vitesse, on parle de courses qui sont à 250 voire 300 km/h, voire plus. Et ça a été popularisé par Wangan Midnight. Mais revenons à Daikoku. Les premiers rassemblements sont totalement improvisés. Quelques voitures, quelques passionnés. Ils se retrouvent là parce que c'est pratique, calme, et surtout que ça dérange personne. On le rappelle, c'est une zone industrielle. Les premiers meetings effectués n'étaient pas de nuit, et c'est dans les années 80 que justement les meetings vont commencer à être de nuit, ou coucher de soleil. Et la police commence déjà un petit peu à réagir. Les forces de l'ordre commencent à remarquer qu'il y a de plus en plus de monde à Daikoku, et que ce ne sont pas des camions. Les patrouilles passent quand même, mais... que dire de plus? La plupart ne font rien d'illégal, ils sont souvent arrêtés, et ça parle de tuning. Y a pas de drift, y a pas de course de vitesse, là en l'occurrence c'est assez tranquille. Et même au niveau du bruit, chill. Enfin, c'est chill jusqu'aux années 90. Dans les années 1990, c'est là que Daikoku va devenir une légende. Au niveau des voitures, c'est l'époque de la Silvia S13, S14 et S15, la RX-7 FD, la Supra MK3 puis la MK4, la Skyline GTR R32, R33 et R34, la 300ZX, la Civic VTEC, la Lancer Evo et la Subaru WRX. Et en entendant tous ces noms de voitures, vous pouvez vous douter que là, à ce moment-là, c'est le sommet au niveau de l'automobile au Japon. Mais c'est surtout aussi l'époque des Hachiria. Pour vous expliquer vite fait, le mot Hachiria, c'est pour désigner des street racers. On parle de personnes en l'occurrence qui font des courses à très haute vitesse. Et le Midnight Club, il faut le savoir que c'est vraiment le club, la légende dans ce milieu-là. Le Midnight Club est notamment connu pour ses runs légendaires. On parle de voitures allant minimum de 250 km/h, 300 voire plus. Là vraiment c'est quelque chose de fou et on rappelle que c'est pas sur un circuit ni une piste,
c'est sur la Wangan, un lieu public. Ils sont extrêmement connus et ça va avoir un impact avec Daikoku. Et justement, Daikoku, vu que c'est tranquille et qu'il n'y a pas de police, ils se rejoignent là-bas, ce qui devient littéralement leur base. En tout cas, un point de rassemblement. Et pour l'anecdote, le Midnight Club ne se garait pas à côté de voitures trop bruyantes. Ils préféraient être garés de leur côté. Ils voulaient un environnement strict, respectueux et surtout calme. Et dans le Midnight Club, il y a une règle d'or. Si tu mets une vie en danger, tu es exclu. C'est assez ironique pour des pilotes qui roulent à 300 km/h, mais c'était vraiment leur code d'honneur. Toujours dans les années 90, avec l'augmentation des runs sur la Wangan, la police commence un petit peu à se réveiller. Les patrouilles en voiture banalisées, les contrôles aléatoires, et une présence plus fréquente autour des rampes d'accès. Mais globalement, Daikoku reste autorisé tant qu'il n'y a pas de débordement. Avec les années, Daikoku devient plus qu'un simple point de rassemblement. C'est devenu une scène culturelle. Imaginez-vous, projetez-vous, à cette époque-là dans les années 90, voire plus, imaginez-vous être entouré de grosses voitures, avec des néons, des bruits, des turbos, de la fumée. Puis en prime, il y avait vraiment que là-bas que tu pouvais voir une Supra avec genre 1000 chevaux plus. Tout ça crée une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs. On le rappelle, en plus au début de la vidéo, j'ai cité qu'il y avait des ponts autour de Daikoku. Et ces ponts font de l'écho. Imaginez donc l'ambiance qui y règne. Je sais pas si ça se voit, mais c'est juste fou. Écoute. Mais mec, mais quel plaisir. Là-bas, on y voit un peu de tout. Faut savoir que Daikoku, c'est tellement connu que tu peux trouver absolument de tout. Bon, forcément, sans surprise, t'auras des voitures japonaises, des voitures allemandes, de l'américaine, mais le plus fou, c'est des voitures françaises. Car oui, à Daikoku, tu peux tomber sur une Mégane RS, dans le plus grand des calmes. Et tu peux tomber sur une Peugeot, enfin bref, je vous fais pas toute la liste. Là-bas, on y voit des tunings extrêmes, notamment les Bozozoku ou les Keido Racer. On y voit des supercars aussi, pas que des japonaises. Les amateurs de grip ou de drift. On y voit également des simples curieux, Et on y voit déjà pas mal de photographes du monde entier. Et certains soirs, il y avait tellement de voitures là-bas que justement, les camionneurs qui à l'origine c'était fait pour eux, ne pouvaient même plus se garer. Il y avait juste plus de place. Certains chauffeurs avaient même commencé à renommer ça le parking des voitures folles, vraiment. Et la police, elle, pendant ce temps, dans les années 2000, la police, elle, en revanche, ça a pas trop changé, à part qu'elle disperse un peu plus quand il y a de l'abus, notamment des drifts, ou du bruit extrême, ou des burns, mais sinon sans plus. Et justement, en parlant des années 2000, là ça augmente. Au début des années 2000, Daikoku passe du statut de spot local à spot mondial. Faut se dire qu'à ce moment-là, Internet arrive et ça commence à faire pas mal de bruit. Les premières vidéos YouTube montrant Daikoku commencent à arriver et ça fait pas mal de bruit parce que ça plaît à beaucoup de monde. Ça plaît à tellement de monde que certains jeux vidéo commencent même à reproduire Daikoku. Ou en tout cas s'y inspirer. Je pense notamment à Gran Turismo, le Wangan Midnight Maximum Tune, NFS et plein d'autres jeux. Mais il n'y a pas que les jeux vidéo, il y a aussi les films. Certaines scènes du film Fast and Furious Tokyo Drift ont été tournées dans la zone de Yokohama. Et plusieurs voitures utilisées dans la production venaient directement de vrais passionnés du spot. Sauf que on parle quand même de Fast and Furious, après que le film soit sorti, ça a fait un buzz mondial. Après le film, la fréquentation de Daikoku commence à exploser. Il y a 10 fois plus de monde que d'habitude. Ça a tellement explosé que la police commence à renforcer leur contrôle dès 2007-2008. Contrôle d'alcoolémie, vérification des modifications illégales, et là je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune voiture qui est légale, et ça ira même jusqu'à une fermeture temporaire du parking quand il y a trop de monde. Mais justement, plus le lieu devient populaire et plus il y a des restrictions. D'ailleurs, il faut savoir que le spot a un énorme avantage. Plus le spot était connu, plus il y avait de touristes. Et Daikoku, on le rappelle, il se trouve sur la baie de Yokohama, sur une île artificielle, entre des périphériques. Et l'énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de moyen de transport qui y va. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Le seul moyen pour pouvoir y aller, c'est en voiture. Et ça évite énormément de touristes. C'est également pour ça que beaucoup de passionnés adorent ce lieu. Bon, après, il y en a quand même énormément qui arrivent à y aller, même moi j'ai réussi à y aller. Voilà, ça évite quelques touristes, mais sinon il faut prendre une voiture quoi. Et du coup, c'était vraiment le spot parfait. Et puis vraiment, il est entre Yokohama et Tokyo, donc vraiment le spot est au niveau géolocalisation parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait. C'est pas loin de Tokyo, c'est pas loin du centre, c'est pas forcément loin de Yokohama. Nickel. Mais en parlant de la police et des renforcements qu'ils ont eu fait, on va commencer à parler de l'arrivée des restrictions dès 2010-2020. Donc là vraiment on commence à se rapprocher à notre période. Plus le lieu devient populaire, plus les problèmes apparaissent. Il y a trop de bruit, il y a des touristes qui sont imprudents, le parking est saturé, et trop de runs dangereux sur la Wangan. Bon ça en vrai, ça change pas trop. Et justement les autorités commencent à réagir. Il arrive que parfois le parking soit fermé pendant plusieurs soirs, et on parle de fermeture complète. Il y a même des barrages qui se créent sur les rampes d'accès, donc impossible d'y aller. Une présence continue d'agents sur place, et des dispersions rapides de rassemblements trop massifs. Mais alors du coup, ce spot en 2025,
Qu'en est-il réellement? Déjà à savoir, aujourd'hui Daikoku est toujours actif, vous pouvez toujours y aller. Les rassemblements continuent, ça n'a pas vraiment changé. Il y a des supercars le matin, le soir il y a des JDM, et même des crews de drift qui passent avant d'aller ailleurs. Il y a toujours des touristes curieux, la preuve j'en suis un, extrait. Regardez ce qu'il y a encore, je vous fais pas un schéma. Une Lamborghini, je vous ai bien eu hein. Ils ont tous pensé à une GTR là. Et il y a des photographes professionnels. Et bien évidemment maintenant, c'est sous la surveillance constante de la police. Il y a des caméras, des patrouilles régulières et même des contrôles d'accès. Cependant, Daikoku reste toujours le cœur battant de l'automobile au Japon, mais dans une version plus encadrée, plus maîtrisée. Conclusion, Daikoku Futo, à la base, c'était qu'un parking. Une simple île artificielle. Mais l'histoire en a décidé autrement. Ce lieu a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu naître des légendes, il a reçu des crews mythiques, il a inspiré des films, a attiré la police, marqué des générations, et surtout créé une culture mondiale. Et aujourd'hui encore, quand tu arrives au milieu de ces ponts circulaires, entre les voitures, les moteurs qui résonnent, les néons, les pilotes, l'ambiance est folle. Tu comprends immédiatement pourquoi Daikoku est une légende. Bien évidemment, si vous allez à Daikoku, je vous demande s'il vous plaît de conserver ce spot, de respecter, de pas prendre non plus en photo n'importe quoi. Demandez d'abord aux pilotes s'ils sont d'accord. Et bien sûr, le mieux reste toujours l'interaction sociale. Je sais qu'on est beaucoup avec les téléphones en 2025. Moi le premier, j'ai passé beaucoup de temps sur mon téléphone quand j'étais à Daikoku. En même temps, c'est difficile de faire autrement. Mais je vous assure que vous aurez un meilleur souvenir en parlant avec les gens que juste en filmant. Conservez ce spot le plus longtemps possible et prenez soin de vous, c'est important. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un petit commentaire, un petit follow, ça fait plaisir aussi. Si tu veux une vidéo sur le même thème, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Et si jamais j'ai oublié une information, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce n'est que ma première vidéo sur ce sujet. Je n'avais jamais essayé, donc je peux encore faire pas mal d'erreurs. Merci à tous, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao!